Bienvenue dans le JDF, le journal du fight, épisode 30. Je suis toujours accompagné du seul, l'unique, le manager, Guillaume Pelletier. Guillaume, comment tu vas? Ça va très très bien, en fait, notre anniversaire, 30e épisode, donc ça va très bien les gars, ça va très bien. J'espère que tout le monde se porte bien. Allez, on rentre direct. Donc KSW 82, qui avait deux Français, donc Wilson Varela, dont tu avais fait des éloges sur le précédent podcast. Et À juste titre. à juste titre, ouais, et pour le coup, bah, ça a été confirmé, hein. Voilà, il a fait le job. Ouais. Donc, masterclass, franchement, Wilson, ça a été un beau combat. Ouais. Euh, Franchement, très très beau fight et bah, il continue quoi. Il était prévu à l'Hexagone, donc il a combattu au KSW et ça fait plaisir. Je trouve qu'il a sa place dans cette organisation. Et Ouais, il est très bien, il semble être bien au KSW, effectivement. Alors, je sais pas ce qui s'est passé, c'est vrai qu'il était prévu à Hexagone. mm, Je sais pas si tu as des infos par rapport à ça, peut-être qu'il y a eu une blessure de la part de son adversaire ou je sais pas trop. Mais comme je l'avais prédit, hein, Wilson Varela, c'est quelqu'un qui n'est pas encore très connu du grand public du MMA. Mais attention les mecs, ça frappe, ça bouge bien, c'est vif, c'est rapide. Non, c'est une belle prestation, sans surprise. Hein, j'ai pas envie de faire le prétentieux, mais sans surprise, hein, je l'avais plus ou moins annoncé. Voilà, superbe combat, masterclass, il lui a roulé dessus, rien à dire. ouais, donc Wilson Varela, 10 victoires, 5 défaites. Il vient du Marseille Fight Club et c'est du très très solide. Donc voilà, à suivre de très très près, comme tu as dit. Il est pas très connu encore au grand public, mais ça ne serait sans plus attendre dans les années à venir. On va passer au deuxième français, ben, Saladin Parnasse, voilà, avec ses deux ceintures. J'ai envie de dire sans surprise. Sans surprise. Guillaume, je sais pas si t'as vu le combat pour être honnête. Ouais, Ouais, j'ai vu le combat. ouais. T'as vu quand même son adversaire, il était dangereux. Il a touché un Ouais, moment Saladin, notamment ouais. avec ses coups de poing retournés là. Qu'est-ce qu'il en a fait? Bah, en fait, il était dangereux dû au fait qu'il était non académique. T'as vu un style un peu bizarre, là, il faisait des trucs, c'était compliqué de le voir venir. Donc oui, effectivement, il touche Saladin un moment. On a eu tous une grosse frayeur parce que Saladin prend un down, mine de rien, Ouais, au menton, tu vois. Donc avec un peu plus de puissance, ça aurait pu coûter très cher. Mais hormis cette petite négligence, je dirais, inattention, bon, c'est une masterclass, hein, encore une ouais, fois. Je c'était pense que impressionnant. maintenant, je pense que le KSW devrait envisager un nouveau projet, c'est de faire du 2 contre 1 maintenant quand c'est Saladin. Parce que clairement, aujourd'hui, c'est beaucoup trop facile pour Saladin. Je crois qu'il n'a plus rien à faire là-bas. Sincèrement, je ne sais pas ce que les gens en pensent. Moi, selon moi, Saladin n'a plus rien à faire là-bas, en fait. Ce ne sont pas des combats, en fait, qu'il fait là-bas. Enfin, il s'amuse, quoi. Donc, ouais, non, c'est bien. Après, jusqu'à quand, jusque où, je ne sais pas. Mais ouais, franchement, j'ai envie de le voir contre des mecs plus solides parce que ce petit, ouais, il est phénoménal, quoi. Ouais, puis il est encore jeune, double champion. Je crois il a été call out justement par Ouais. un autre champion pour faire une troisième ceinture. Bah, du coup, si c'est une troisième ceinture, ça veut dire que c'est le champion 77. Ça serait bizarre, non? Ouais, faut que je regarde la source. Bizarre. Justement, c'était la question que j'allais te poser. La suite, toi, tu le vois à l'UFC, clairement. Est-ce que pour toi, il a le niveau Oui. top 10 à l'UFC? Alors, ça dépend dans quel KT. À 66, 66, ouais. clairement. Ouais, 66, clairement, je le vois dans le top 10, ouais. Ouais, 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 sincèrement, sans faire trop, sans... Non, je le vois clairement dans le top 10, effectivement. Ouais. En fait, c'est compliqué parce que on n'a jamais vu Saladin perdre des reprises. On l'a jamais vu en difficulté. On l'a... Tu vois, c'est... Même encore au jour d'aujourd'hui, on n'a pas une idée précise sur son niveau. Il gagne avec tellement de facilité que oui, j'ai envie de te dire qu'il peut rejoindre le top 10 sans trop de difficultés. Hein. Ben, en fait, ce qui est dangereux, j'ai envie de dire, tu vois, c'est justement ces styles qui sont pas académiques. Notamment, tu vois, la fois où il s'est fait connecter, c'était sur un coup, un lucky punch, là, tu vois, un coup chanceux, quoi. Ouais, c'était Donc totalement ça. voilà, Ouais, ouais, donc, mais sinon, quand les mecs, ils ont un striking classique et tout, bah, ils les dominent, hein. Et même les ouais, phases de lutte, les phases de catch control, enfin, franchement, Saladin, il est impressionnant. ouais. Et puis, il est encore jeune. Moi, personnellement, j'aimerais le voir aller
pourquoi pas au PFL, tu vois? Parce que je sais que financièrement, Hatch, il avait dit que le KSW les payait extrêmement bien, Mhm. sans dévoiler la somme. Il a pas dit combien, mais qu'ils étaient super bien payés et que l'UFC ne serait pas en mesure, même avec des négociations, de pouvoir aligner autant. Je pense que le Non, PFL, il peut c'est pas qu'ils s'offrir. seraient pas en mesure. Non, excuse-moi de te couper, hein. Il faut être honnête, c'est pas qu'ils sont pas en mesure, parce que l'UFC, il paye les champions de l'UFC des millions de dollars. Ouais, mais quand tu Donc ils sont en vois, mesure. pardon, mais quand tu vois Gamrot, qui était Ouais. double champion du KSW, Oui, quand il a signé à l'UFC, je crois qu'il était à 12+12, hein. tout à fait. C'est pour ça que je te dis, c'est pas une question de ne pas être en mesure. Ils sont tout à fait en mesure. L'UFC est une société qui a nettement plus de moyens que le KSW. S'ils ne veulent pas le payer davantage, c'est qu'ils n'ont pas la volonté. C'est différent, tu vois, entre ne pas être en mesure et ne pas avoir la volonté de payer davantage. Parce que s'ils veulent le payer, ils peuvent le payer très correctement. Ils peuvent le payer des primes qui touchera jamais au KSW, tu vois. Donc je ne sais pas ce qui bloque, je ne sais pas ce qui empêche l'UFC de mettre un billet supplémentaire sur le jeune Saladin. Mais oui, pour te rejoindre, ça c'est une éventualité que j'avais pas du tout envisagée. Mais oui, le fait de rejoindre le PFL serait un superbe choix. Il s'assurerait quasiment le fait d'être millionnaire tous les ans. C'est clair, Oui. c'est clair. Non, mais c'est clair, c'est Oui, clair. Non, mais tu sais, je te l'avais dit une fois dans un podcast, hein, il arrive un moment où si tu n'arrives pas, ou comme Abdul a signé à l'UFC, ou comme Saladin à avoir les primes que tu veux à l'UFC, aujourd'hui, tu as t'as des choix, des plans B qui sont nettement plus avantageux que le plan A. Tu vois, tu rejoins le PFL, tu deviens millionnaire. Enfin, tu vois, il y a des fins plus tristes hein, que le fait de devenir millionnaire. Donc, moi, je verrais très, très bien au PFL, effectivement. Je connais un petit peu la division des 66 kilos parce que je travaillais avec Anthony Dizzy, que j'avais signé dans le tournoi des 66 kilos du PFL. Euh, je crois que Saladin, il les roule tous. Hein. Sincèrement, hein. Je pense. il y a un tournoi aussi à 1 million en 66. Ah, bien sûr. Bien sûr, bien Ok, sûr, bien sûr, Mathieu. ok. Bon, en tout cas, je te confirme bien, ouais, c'est en 77 qu'il a été call-out. Donc, D'accord. combattant, ben, c'est encore un Polonais, hein, Adrian Bartosiński. Voilà. Donc, faudra voir si ça se fait ou pas. Voilà. Trois catégories. Ouais, après 77, ça, je pense, hein, je suis pas le préparateur physique de Saladin, mais je pense que ça peut le faire, hein. Je crois qu'il cut, donc il y a possibilité d'aller. Franchement, triple champion KSW, c'est. Parce que le KSW, pour rappel, Guillaume, c'est une grosse organisation. On sait que tu travailles avec eux, t'as Oumar Sy qui y est. C'est une belle organisation, effectivement. Euh, Maintenant, il ne faudrait pas comment dirais-je, la juger plus grande qu'elle ne l'est. Euh, En tout cas, moi, dans mon cas à moi, dans mon expérience à moi, les offres qu'on a pu recevoir étaient correctes. Et Maintenant, sportivement, ça n'a jamais été exceptionnel. Bah, sportivement, il tu la faut mets se au-dessus, parler le Cage sincèrement. Warrior, tu la mets au-dessus du Cage ou pas? Alors, ce qui me pose problème au KSW, et j'espère que je ne vais pas jeter un pavé dans la mare qui va révolter tout le monde, mais on va parler français, c'est que très certainement trois quarts du roster est dopé au KSW. Et ça me pose problème. Moi, ça me pose problème. Tu vois, par exemple, j'avais un combattant comme Yann Elias, qui a fait un magnifique 3-0, très belle, très, très beau run au KSW. Mais c'est ça qui, à un moment, a fait qu'on a décidé d'aller voir ailleurs. C'est que, c'est que eux ont recours à des solutions que nous, on pratique pas, tu vois. Et c'est aussi ce qui me pose problème dans le cas de Oumar Sy, tu vois. Effectivement, c'est une belle organisation. Maintenant, enfin, tu vois, on va pas parler chinois. Je pense que je choque personne en disant ça. On sait qu'au KSW, ça Bien charge sûr. beaucoup, tu vois. Et c'est quand même problématique. C'est quand même problématique. Et tu sais, moi, c'est un des trucs que maintenant j'apprécie beaucoup chez Ares, par exemple, ou à Hexagone, ou peu importe, bah, c'est le fait que la FMMAF intervienne. C'est le fait qu'on est sûr maintenant de rencontrer des adversaires clean. Et s'ils sont pas clean, ils prennent des suspensions. Donc, ouais. Ouais, ça, c'est vraiment le côté très négatif du KSW. D'accord. Et on va passer à l'UFC Paris. Il y a une news qui est tombée. Là, on est à plus grand chose, hein, de l'UFC Paris. On est à moins de 15 jours, hein. Tout à fait.
c'est le changement d'adversaire pour Zara Fain. Donc son combat avait sauté. Et donc là, ils lui ont trouvé donc une remplaçante. Et attention, c'est pas une petite remplaçante. Jacqueline Calvacanti. Ouais, Il me semble qu'elle vient du Muay Thai ou du pied-point. Elle tout a à fait. 5 victoires, une défaite. Au passage, elle a été au PFL. Bon, elle a Ouais. perdu. L'UE Warrior, LFA. Enfin, là, elle est sur 3 victoires consécutives. Et donc, elle signe à l'UFC. Ben, la question que j'avais envie de te poser, Guillaume, c'est est-ce que tu connais cet adversaire et qu'est-ce que t'en penses, toi? Est-ce qu'elle a gagné au change ou pas? Ah oui, effectivement, je connais très bien. Alors du coup, tu n'as pas dû faire attention que justement Jacqueline Calvacanti a affronté Nora Cornol pour son premier combat. Ouais, c'est ça, c'est ça. Et c'est d'ailleurs la seule et unique défaite de Nora, derrière qui a enchaîné 6 magnifiques victoires. Mais son premier combat était contre une adversaire très solide, et c'était peut-être d'ailleurs trop tôt dans la carrière de Nora. C'était Jacqueline Calvacanti. Donc pour le coup, euh, ça, je vais me faire déchirer encore aujourd'hui parce que je vais en dire trop, mais c'est un vrai mauvais match-up pour Zara. Alors j'espère qu'elle va me faire mentir. J'espère qu'elle, tiens d'ailleurs qu'elle m'enverra un message à la fin de son combat ou qu'elle fera une story en disant bah tiens qu'est-ce que tu as dit. Moi je souhaite la victoire de tous les Français effectivement. Maintenant c'est une adversaire qui est compliquée parce que pour le coup c'est une adversaire qui est très forte là où Zara est forte. Tu comprends? Bien sûr. Donc, dans les points forts de Zara, son adversaire est très forte aussi. Donc, ouais, ça va pas être facile. C'est un combat qui très certainement va se tenir debout. Donc, pour le coup, ça va être un très joli combat. Zara, debout, elle est solide. Elle encaisse, elle frappe très fort, mais son adversaire aussi. Donc, à mon avis, on risque d'assister à une très grosse guerre de la part des deux féminines. Et on va passer aussi donc au camp de la BTT qui arrive très bientôt. Guillaume, j'imagine que ça doit être en plein dans les préparations entre les amateurs qui arrivent, les organisations, les médias, Ouais. les entraîneurs. Est-ce qu'on en sait un peu plus là sur les coachs qui vont être présents, les médias qui vont être présents? Dis-nous tout. On veut tout savoir. Alors, je vous dis tout. J'ai la chance et l'honneur d'accueillir notre ami de Pugilat, donc Ismaël, qui, bah, pour une saison de plus, nous accompagne dans ce projet et j'en suis très heureux. C'est quelqu'un avec qui je S'il prends, gagne son combat. voilà, je prends beaucoup de plaisir à travailler avec lui. C'est un petit jeune qui est passionné et c'est un petit jeune qui a une façon différente de communiquer. Tu sais, un peu, comment on appelle ça? Satirique, c'est ça? Tu sais, un peu provocatrice. J'aime bien, ça me plaît, c'est cool, tu vois, c'est marrant, et il travaille surtout très bien, tu sais, il fait du travail de qualité avec, attention, faut pas que je dise une bêtise là, avec The Goat, c'est ça? Ouais, The God MMA Boxing. Ah ouais, d'ailleurs, il m'a montré ce que faisait en vidéo The Goat et MMA Boxing. Oh, laisse tomber, je vais t'envoyer une vidéo juste après le podcast. En Je entraînement, savais non? pas. Il s'entraîne? Non, 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 c'est un Ah. reportage sur un boxeur, Ah oui, je un l'ai mec qui vu. fait de la... Si, Oh là, tu me l'as déjà envoyé une fois justement. c'était pas un truc de fou. C'est un magnifique reportage. Mais The God Ouais, ouais, MMA Boxing, magnifique podcast qui parle de MMA, qui parle aussi de ouais. boxe. Et d'ailleurs, je crois qu'il s'entraîne à la Hatch Academy, The Goat. Ok, ah, je savais J'ai pas. pas son prénom, mais enfin, c'est un très bon podcast. D'ailleurs, Ok, ok. j'invite les Bon, auditeurs bref, s'ils connaissent pas. Ouais. je m'éloigne un petit peu du sujet. Et pour la première année, et là pour le coup, je suis très heureux, on va accueillir la team de No Sense. No Sense est un média qui se développe sur YouTube et sur Instagram, mais c'est un média qui a une grosse Et fanbase déjà sur TikTok. TikTok. Ouais, Tout grave. à fait. Il y a 150 000, je crois, sur TikTok. Donc c'est un média auquel je crois. Les mecs sont passionnés, les mecs sont courageux, les mecs sont investis. Alors regarde, tu vois, pour t'expliquer. Donc là, peut-être que je suis en train de spoiler, c'est pas bon. Mais les mecs débarquent dans quelques jours ici en Bulgarie pour me suivre, voir un petit peu la vie d'un manager, comment ça se passe, etc. Ils partent ensuite avec moi à l'UFC Paris, où ils vont me suivre toute la semaine justement pour voir comment se passe la vie d'un manager pendant un événement tel que l'UFC Paris. Et derrière, ils partent avec moi au camp de la BTT au Maroc à Casablanca. Donc voilà pour les médias du camp. Et donc ça, c'est très cool. En fait, si tu veux, on n'a pas besoin de faire venir 50 médias. On a eu beaucoup de sollicitations pour te dire la vérité. Maintenant, moi, bah, c'est des conversations qu'on a en off, donc on peut le dire à nos chers auditeurs. Moi, tu sais comment je suis. Je fonctionne, comment dirais-je, au feeling. Je fais les choses parce que j'ai envie de les faire.
Je cherche pas à ce que les médias soient les plus gros possibles ou quoi que ce soit. Je cherche juste à ce qu'on rigole bien, on s'entende bien et qu'il n'y ait pas de tension. Tu vois. Et je suis certain qu'avec ces mecs-là, ça va bien se passer. Maintenant, en ce qui concerne les coachs du camp, ben, j'ai choisi de faire un truc que je ne fais pas d'habitude. D'habitude, j'utilise quelques coachs bulgares, mais la majorité sont des coachs français, notamment Daniel Wourin. Cette année, j'ai choisi de prendre exclusivement des coachs locaux, des coachs marocains, parce que pour le coup, ils ont un vrai bagage technique, ils ont de vrais diplômes, ils ont un vrai passif qui prouve de leur expérience. Du Donc, Gym ce sera Factory. tout à fait du Gym Factory et d'ailleurs. Voilà, mais on va réunir en tout cas les meilleurs coachs de Casablanca. Et voilà, c'est comme ça que ça va se passer. On attend énormément de monde. Comme je te l'avais dit, on a 50 50. personnes ouais, qui ont réglé leur inscription. Ça va être génial, ça va être génial. C'est tellement beaucoup, 50, que finalement, on ne pourra pas s'entraîner tous ensemble. Il va falloir faire des groupes. T'imagines, c'est absolument incroyable, hein, tu sais. Et encore une fois, je veux profiter de ton podcast pour remercier tout le monde. À Casablanca, donc à je ne sais combien de kilomètres de la France, peut-être 3000, j'en sais rien, je dis ça au hasard. Donc tu as 50 jeunes et moins jeunes qui vont prendre leur billet d'avion, leur hôtel, qui vont venir se taper pendant une semaine dans le but de réaliser un rêve, c'est de passer la vie d'un combattant professionnel pendant une semaine et d'avoir la chance, pourquoi pas, d'être signé par une agence la meilleure européenne. Et voilà. Et non, je trouve ça incroyable, sincèrement, dans le sens où moi, à leur âge, j'aurais jamais eu le courage et le tempérament de faire ça. Et franchement, c'est exceptionnel. Donc, on va passer une semaine magnifique et j'ai hâte d'y être. Voilà. C'est génial. Et est-ce qu'il y a un nombre de places limité pour les recrutements? Je parle en termes de Ah, de management, signature. de signature. Alors, Tu fonctionnes comme le teuf à l'intitulé. l'UFC? Alors, l'intitulé du camp, oui, c'est que normalement, on devrait signer qu'un combattant. OK. Mais il est arrivé par le passé qu'on soit convaincu par plusieurs et je crois que l'année dernière, on a fait jusqu'à 3 signatures pendant le camp. Donc voilà, on verra bien ce que les stagiaires nous réservent. J'espère qu'on aura de belles surprises. Et voilà, je vous tiendrai au courant de toute façon. Les gars, ne loupez pas le teuf à la française par la BTT. Donc voilà, vous avez le nom des médias. Vous allez suivre ça. Ça sera très Regarde, qualitatif. Voilà, regardez les gars. juste pour finir, Hmm. donc on a 50 combattants qui se déplacent. Ça veut dire que potentiellement, on peut avoir le dernier jour 25 combats. Je sais pas si on peut se rendre compte en fait. Ce qui fait que le dimanche, on va totalement privatiser la salle où on s'entraîne, où il y a une cage, où il y a un ring, etc. Et en fait, toute la journée, ce sera que les combats. Voilà, c'est une dinguerie. Donc, encore une fois, merci à tous. Tout simplement, merci du succès du camp. Merci à tous de participer. Et merci à mon cher Média After Fight de faire la promotion du camp. Et là, il y a une news aussi qui est passée. C'est Baysangour Shamsudinov qui est parti s'entraîner avec Khamzat Chimaev. Il y a aussi Ilian Boafia qui va le rejoindre. Ça fait plaisir de voir les Français aller aider, être Et Issa sollicités. Issakov, Et Issa Isakov, qui est pas français, mais qui est qui est, francophone. voilà, qui est francophone. Ça fait plaisir. Vraiment. Ouais, Qu'est-ce que tout t'en à penses, fait. toi, de ces news là qui viennent de tomber? Alors, moi, j'en pense que t'entraîner, faire un camp avec Khamzat, équivaut très certainement faire un camp de 2 mois avec Hamzat, ça équivaut très certainement à faire un an d'entraînement dans une salle traditionnelle en France. Dans le sens où Hamzat, pendant 2 mois, il va vouloir décoller ta tête de ton corps. En fait, non mais blague à part, c'est un mec qui est brutal, hein. C'est un mec qui est méchant, c'est un mec qui à l'entraînement se donne à 100%, c'est un mec qui s'entraîne 3 fois. Écoute bien, hein, enfin moi pour moi c'est trop, hein, voire jusqu'à 4 fois par jour. Et c'est clairement un mec qui blague pas, en fait. À chaque entraînement, il s'entraîne comme si c'était le seul et unique de la journée, quoi, tu vois. C'est un mec qui a un rythme qui est dur à suivre. Donc, pour le coup, si tu fais une prépa complète avec Hamzat, crois-moi, tu sors de là-bas, tu peux affronter n'importe qui, hein. Et surtout la motivation aussi qu'il a. Tu sais, le fait, là, ça fait un an qu'il est resté hors du circuit. Il a toujours la même niaque, on le voit toujours en train de s'entraîner. Enfin, ça, c'est aussi un truc que j'admire chez lui. C'est parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de combattants voilà, qui dès qu'ils n'ont pas de combat, ils se reposent un peu, et Mhm. ils prennent du temps pour eux. Et lui, il arrête jamais. Il arrête Ouais, jamais. ouais. Tout Et à fait, tout à fait. il y avait aussi une news là, je voulais en parler avec toi, c'est Conor McGregor qui ne combattra pas
d'ici la fin de 2023, justement, à cause du Paul Oussada, justement. C'est pas une grosse surprise, hein, j'ai envie de te dire. C'est quelqu'un qui visiblement avait changé son préparateur physique, euh, qui avait une cristalline très chargée en minéraux, parce que c'est quelqu'un qui a pris beaucoup de poids ces derniers mois, ces dernières années. Bon, clairement, on va pas se mentir, hein, j'imagine qu'il a eu recours à des substances plus ou moins illégales. Et si c'est le cas, tant mieux qu'ils combattent pas. On ne veut pas de combattants qui utilisent quoi que ce soit sur le circuit, donc voilà, qu'il se nettoie et qu'il revienne quand il sera clean, quoi. Eh ben c'est parfait, on en a fini pour les titres. On va passer aux commentaires du précédent Ouais, JDF où on a parlé du PFL. ok. Donc il y a eu pas mal de commentaires et de questions pour toi Guillaume. D'ailleurs les gars, Effectivement. n'hésitez pas tant que vous y êtes, le temps que Guillaume charge la page avec les commentaires les plus récents, balancez les likes, abonnez-vous, ça donne de la force et puis n'hésitez pas à poser vos questions sur ce JDF en commentaire. On y répond à chaque podcast. Bien sûr, Comme bien sûr. c'est Et on prend c'est la plaisir. tradition dans le journal du fight. Bah ouais, je trouve ça cool. Je trouve ça cool parce qu'en fait, ça crée comment dirais-je, De de la l'échange proximité, avec ouais. Ah, il y a une certaine ouais, et, proximité. et surtout de l'échange, tu vois, avec les gens Hmm. qui nous suivent parce que tu as des gens qui s'intéressent et qui posent des questions très intéressantes. Donc voilà, c'est très cool, les gars. Donc n'hésitez pas. On est là pour ça et voilà. Alors, je te laisse commencer, mon cher Kevin. Allez, très bien. En fait, si tu veux, il y a le premier commentaire. Là, si tu prends par les plus récents. Ouais. D'ailleurs, c'est un joli podcast hein, qui a fait près de 4000, hein. Merci à vous, les gars. Je vois que les chiffres grandissent de semaine en semaine. Ça fait très plaisir. En même temps que je te parle, je suis en train de lire le com. Et j'ai envie de te dire que ce com, encore une fois, mériterait qu'on en fasse un sujet, en fait, carrément, tu vois. Donc, merci beaucoup d'avoir pris le temps. Mon cher Cloar et Clo, je pense qu'on va y revenir un peu plus tard. Qu'est-ce que tu en penses, Kevin? Avec grand plaisir, je vais l'épingler. Voilà, Ouais, s'il te plaît. voilà, il va être épinglé illico presto et ça sera un sujet d'un JDF quand le MMA français est calme. Très bien. Alors, j'ai trouvé Clément qui disait juste le type il comprend pas. De que j'ai trouvé, c'était juste à partir du moment où Clément Marcoux disait la stricte vérité Attends. sur pourquoi J'ai l'UFC trouvé ne que ce que prenait pas Abdul. Clément disait était juste. Clément, à quel sujet? Ah oui, au sujet de la non-signature d'Abdoul, c'est ça? Ouais, c'est ça. Changer le Alors, présentateur, sérieux, il est jeune mais déjà fatigué. le type, il comprend pas. Il n'y a pas de. J'ai trouvé que c'était juste à partir du moment où Clément Marcoux disait la stricte vérité sur le pourquoi l'UFC ne prenait pas Abdoul. Ouais, voilà, bon, ça, c'est un commentaire. Bon, Ouais. merci à toi, mon cher. Euh, Nos modères, ouais, nos modères. ok, très bien. Et d'ailleurs, il a mis un Euh, commentaire juste derrière. Je trouve que Jordan Zebo a plus d'expérience en MMA que Cédric Doumbé. 4 minutes de vidéo, ça fait déjà pas parler. C'est factuel. Zebo a plus d'expérience en MMA, donc il n'y a aucun avis personnel à donner. Sinon, ça revient à remettre en cause son palmarès. Le présentateur est un peu léger et ne prépare pas assez ses vidéos. Ben non, mais en fait, ça c'est mon avis et c'est ce que je pense que c'est la vérité de par son parcours amateur. Alors après, bien sûr que Cédric Doumbé, il a plus d'expérience dans le pied-point. Et j'avais dit dans les qu'aussi il sports de avait combat. l'habitude, voilà, dans les sports de combat, mais surtout en kickboxing. En MMA, malgré qu'ils sont à 4-0 tous les deux, le parcours en amateur, tu vois. Bon, je vais être obligé de te disputer, Kevin. Allez, Pourquoi tu fais la même erreur que je fais toutes les semaines? c'est-à-dire. Tu as 100 commentaires, tu en as Ah, deux qui sont non, un mais peu j'ai pris dans l'ordre qui arrive. d'accord. Non, mais je voulais y répondre, c'était intéressant ce qu'il disait, tu vois. Justement, que je ne sollicite pas que le positif. Je garde le meilleur pour la fin, comme dit le proverbe. Salut, j'espère que vous allez bien. C'est Naïm Ben Omar, super JDF et surtout vous êtes respectueux. Soutien à Monsieur Guillaume Pelletier pour les diffamations à son égard. La justice prendra l'escalier et le mensonge l'ascenseur. Ouais, 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 tout à fait. C'est pour ça, les gars, que j'ai dit que je laissais les professionnels s'occuper de ça. Voilà, tout simplement. Donc, pour que ça fasse un peu plus mal. Voilà. Il y avait une question qui disait quelles sont tes relations avec les membres de la team War 1, que ce soit contractuel et relationnel? Alors, en fait, si tu veux, on est dans un métier dans lequel le relationnel compte énormément. Le fait d'être ami avec quelqu'un, bah, évidemment, change beaucoup de choses.
Avec Daniel, on est très amis, très très proches. Et par conséquent, bah, lui, de son côté, a envie que je manage l'entièreté de son équipe. Il n'a pas envie de travailler avec un autre manager avec lequel il pourrait avoir des déconvenus ou quoi que ce soit. On a une confiance mutuelle. Maintenant, moi, encore une fois, je me laisse le droit de choisir les gars que je veux manager. Donc, je ne manage pas tout le monde de chez lui. Mais en tout cas, je pense manager les gars les plus talentueux et les mecs les plus sérieux de son écurie. Et c'est toujours avec beaucoup de succès parce que voilà, hein, lui de son côté, je sais qu'il fait le taf. Lui de son côté sait que je fais le taf. Donc si le combattant fait le taf, eh ben le taf est fait. Ça fait longtemps, hein, d'ailleurs, que vous travaillez ensemble. Ça fait des années, en Waouh. fait. Ouais. Ouais, ouais, je saurais pas te dire quand en fait. Je saurais pas te dire quand ça a commencé. Quand Je il est peux arrivé en juste te France. dire. Ouais, ouais, en fait, on était déjà en contact. On parlait énormément déjà avant qu'il arrive en France. Et ça me gêne un peu parce que j'ai pas envie de faire le bon samaritain, mais pour résumer en 2 mots, quand il est arrivé en France, il avait besoin d'un coup de main, d'un service. Je lui ai trouvé un job, en fait, pour te dire la vérité. Ah, tiens, je lui ai trouvé un job. C'était quel job? Coach de Sergei Spivak. Incroyable. Voilà. Et il est parti en Ukraine, entraîné pendant plusieurs mois Ouais, Sergei il y Spivak. avait ouais, toute la team, là. Il y avait aussi un autre Ouais. combattant, là. À chaque- Roman Dolidze. Ouais, à chaque fois, j'oublie son nom. Ouais, Ouais, il y avait d'accord. les frères Ashkabov aussi. Incroyable. Ouais, beaucoup de monde. Et ouais, voilà, on se connaît depuis des années. Moi, Daniel, pour moi, comment dirais-je, c'est quelqu'un qui m'inspire beaucoup et c'est surtout quelqu'un qui me fait profiter de son expérience. Peut-être que grâce à lui, j'ai évité de gros problèmes ou peut-être que j'ai évité de grosses pertes de temps parce que lui a eu, bah, avec, je sais pas, je crois qu'il doit avoir 40 ans d'expérience dans les sports de combat. Voilà, là où moi j'en ai à peine 10. Donc lui a traversé beaucoup de choses et par conséquent, il sait gérer les problèmes. Voilà, donc il est souvent de bons conseils et voilà, nos rapports sont excellents. Depuis le temps qu'on se connaît, tout a toujours été très droit. Il n'y a jamais eu de bavure ou quoi que ce soit. Donc ouais, c'est une confiance mutuelle. C'est une amitié en fait, hein, tout simplement. Voilà pour résumer. C'est une amitié. Ouais, coach de légende, hein, franchement. Bah, d'ailleurs, il est dans la deuxième partie du podcast, les gars. Donc, Eh voilà. ben voilà, la question elle est bien arrivée. Voilà. Voilà. Ouais, Et Daniel Wora est dans la seconde partie du podcast. Comme à notre habitude, je me suis gentiment esquivé pour l'interview. Et voilà, les gars, vous aurez le plaisir de retrouver Kevin avec Daniel en seconde partie du JDF 30. prends encore quelques questions. Je t'en Celle-là, prie, celle-là, il faut que tu l'imagines. Il faut que tous les auditeurs ils aient de l'imagination. Mira dis-moi. Kenzo, Ouais. Pelletier, le melon, attention, ta grosse tête va plus rentrer dans le cadre. Une cage, Lopez au sol, Pelletier au-dessus en grand endpound, Kevin Herbin, l'arbitre véreux, qui sourit et n'arrête pas le combat. Magnifique. Alors, Merci Mira Kenzo. en fait, c'est étrange parce que d'un côté, il me voit au-dessus de Monsieur Lopez en grand and pound. Mais de l'autre côté, donc là, il me valorise. Mais de l'autre côté, il me descend en me disant Ouais. que j'ai un melon. Et moi, il me Bon, c'est un compare à peu- Herbin, je savais pas, j'ai peut-être les... Ouais, c'est vrai que j'ai les cheveux qui ont poussé, j'ai peut-être... Ah ouais. Voilà, c'est pour Incroyable. ça. Allez, Alors, Pika Sayan 8232 qui nous dit très bonne question. pourrais-tu donner ton top 3 combattants français qui arriveraient dans les mois à venir à l'UFC, BTT et hors BTT? Ah, je peux, je On peux, n'en a pas. je peux m'envoyer Vas-y, ou vas-y. pas, moi? Moi, Bien sûr, je vais bien sûr. mettre... Alors, je mets pas de classement, hein, ça arrivera par l'ordre des choses. Hein. Ouais. Ilyes Giroun, Noah, Gugnon, et si je devais en mettre un troisième, BTT et hors BTT, hein, il a dit, hein. ouais, hors BTT, bah hors BTT facile, hein, Baïsangour, Baki, je pense que c'est l'un qui est le plus proche. Jordan Zebo aussi, Jordan Zebo, Bah, peut-être pas parce qu'il vient de signer au PFL. Donc, ce ouais qui veut mais dire qu'il est condamné à y rester pendant au moins un an, tu vois. hmm, prochaine signature, ouais voilà. J'aurais Alors, bien vu Amin Ayoub aussi. ah, merci, mais sauf qu'il en a cité trois et tu viens de dépasser les trois. Donc Ouais maintenant, ouais, tu es hors à toi, concours. vas-y à toi. Non mais c'était Donc, intéressant, c'est intéressant. ouais, c'était très intéressant. Donc moi, je vais te dire, Amin Ayoub, on est en discussion très avancée, j'ai envie de dire.
Donc voilà. On a Oumar Sy, bien évidemment, à ne pas oublier. Oumar Sy. Et en fait, je ne connais pas les termes du contrat de Saladin. Mais pour rejoindre la conversation qu'on a eue tout à l'heure, bah, j'ai envie de dire Saladin Parnasse. Tu vois, et j'espère que ce sera Saladin Parnasse. Donc retenez bien, les gars, les noms que j'ai sortis. Je ne fais pas de la pub pour Karl Lagerfeld, hein. Retenez bien les noms que j'ai sortis. Oumar en 2024. Amin Ayoub en 2024 et peut-être même avant. Et Saladin Parnasse. On se rejoint, les gars, on se retrouve fin 2024 pour en rediscuter. Et je voulais rajouter aussi Axel Sola et Virgil Haugen. Moi, pour moi, sur 2024, à l'UFC, pareil. Je voulais rajouter ces deux noms. Prochaine question. Ok, bon, ça c'est concernant le combat. Merci pour ta réponse. Alors, première question négative. Non, je déconne, vous régalez toutes les semaines, respect. It's Pure Riser 83. J'arrive, hein, je suis là. Ouais. Je suis beaucoup plus... Alors, on a Fata tout court qui nous dit je suis beaucoup plus hypé par le PLF Paris que l'UFC Paris. T'en penses quoi, Tatsu Guillaume? Ça a beaucoup été dit par beaucoup de médias, beaucoup de fans du MMA qui sont plus hypés par. Et d'ailleurs, je rectifie, j'ai mal fait mon boulot. Le PFL, ce n'est pas à l'Accor Hotel Arena. J'étais surpris de ça, je pensais qu'ils allaient garder la même salle, tu vois. Ouais, bah tu vois, je suis tellement pas hypé que je savais même pas non plus, tu vois. Alors pour répondre, donc c'est au Zénith de Paris-La Villette. Hmm. Pour répondre et pour être très honnête, je ne suis pas plus hypé par le PFL parce que concrètement au PFL, il y a deux combats que j'ai très 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 envie de voir et d'autres combats que je trouve cool, tu vois, mais il y a surtout deux combats que j'ai très envie de voir, tandis qu'il y a beaucoup plus de combats que j'ai envie de voir à l'UFC Paris. Donc, tu sais, après, c'est encore une fois de question de goût et de couleur, tu sais. Voilà, il y a certainement Ah, des gens qui préfèrent le PFL à Paris. Voilà. bah, puis là, les gars, la carte de l'UFC, elle est. Ah Franchement, oui, ils nous ont respectés. Là, ils nous ont respecté toutes les signatures, tous les combattants. Et tu vois, la prochaine question, j'ai envie de la prendre, c'est de Bastos. Il dit c'est sûr, même l'UFC ne veut pas évoluer, il continue à payer les gens au lance-pierre, il traite les gens comme des esclaves, ils vont aller là où ça paye le mieux. Euh, et là d'ailleurs il y a un procès, enfin voilà, ils ont un peu des histoires, Mhm. et j'ai entendu, je sais plus où j'ai entendu passer ça, qui disait qu'apparemment l'UFC c'était pas l'organisation numéro une, c'est le ONE FC, et qu'en fait Mais médiatiquement sous quels critères? sous les critères je crois, de YouTube, de visualisation, tu sais, de stream, de chiffres. Il y a un sujet, alors je suis désolé, j'ai pas pris les termes exacts, mais apparemment que c'est médiatiquement l'UFC, ils ont tellement une ampleur qu'ils font qu'en fait ils écrasent le One, mais en termes de financement aussi, je crois. Enfin, apparemment il y a ça qui se passe en ce moment. Alors, Ok, bah moi là, je suis devant plusieurs classements et ouais. sans aucune surprise, tous les classements donnent l'UFC numéro un, quoi. Ah, mais bien sûr, Et, hein. Puis aujourd'hui, c'est quand et même. loin devant. Regarde, il y a un site là juste pour plaisanter qui met l'UFC bien évidemment numéro un. Ils ont compté, en fait, c'est intéressant, un système de points. Ils ont réuni en fait la qualité des combattants, les salaires, ils ont réuni la visibilité, etc. Ok. Et en fait, ils donnent une value à l'UFC qui est trois fois supérieure à l'ACB. À l'ACB, t'imagines? L'ACB, l'organisation russe, qui serait selon eux la deuxième, Bellator troisième, Cage Warriors quatrième, là où le One Championship n'est que septième, tu vois. Donc encore une fois, tu sais, c'est une question Ouais. d'interprétation. Tu sais, moi, je Ce peux qui- trouver ce des qui- classements. Oui, en fait, si j'ai envie de... Tu sais, par exemple, regarde, aujourd'hui, j'ai la chance et l'honneur de travailler avec la team de Kingdom en collaboration. Si j'ai envie de te faire dire que Kingdom est la meilleure organisation française, je peux le faire. Je vais trouver un critère qui va nous mettre en avant. Ouais, Tu bien comprends? sûr. Là, Après, je c'est une crois que c'était le question. critère du marché, étant donné qu'en Asie, sur le marché asiatique, c'est là où il y a le plus de monde. Du coup, il disait que Mhm. en termes d'audience, de Ouais, visu, tout ça. bon, Mais bon, on est clairement l'UFC, c'est les numéros un bien sûr. et de loin Et devant de toutes très les. loin. Ouais, on est d'accord. Bien sûr, bien sûr. Il n'y a aucun doute là-dessus. Toi, bah, forcément, t'es manager, tu vas me dire oui, t'as un problème avec cette façon de faire, d'autant mal payer les athlètes. Mais est-ce que c'est Alors, pas logique aussi, tu vois, Guillaume, de faire ça, étant donné que c'est les numéros un. alors, le problème, si tu veux, c'est que je me suis renseigné un petit peu sur le sujet.
Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que déjà, l'UFC rétribue seulement aux combattants 13% des dividendes, en fait, des bénéfices, pour être plus clair. 13% des bénéfices aux combattants qui prennent les risques, qui font le show, qui montent dans la cage, qui prennent les coups et qui en ressortent parfois avec des problèmes de santé. Non, 13%, c'est honteux. On va se parler sincèrement, c'est absolument honteux. Là où la majorité des compagnies de boxe font 50-50. Il est normal que le promoteur prenne une grosse part parce que c'est lui qui prend le risque d'organiser, tu vois. Maintenant, de là à faire 13,87, pour moi, c'est absolument honteux. J'ai aussi lu une statistique qui est absolument phénoménale. Tiens, je peux te la sortir parce que justement, je l'ai regardée tout à l'heure et je l'ai envoyée à quelqu'un. L'UFC est en train de baisser ses salaires. Et ça, c'est incroyable. Ils ont fait un comparatif entre l'année 2021 et 2022. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'en 2022, l'UFC a réussi à réduire de plus de 32,8 millions de dollars l'argent versé aux combattants par rapport à l'année 2021. Ils ont fait presque plus de 30 millions d'économies sur les salaires en 2022 par rapport à 2021. Et très certainement, ils sont en train de faire la même chose en 2023 par rapport à 2022. Donc ça, c'est problématique. Je ne vais pas te mentir, effectivement, c'est problématique. Maintenant, hormis les salaires, il faut avoir une vision plus large des choses. L'UFC, encore une fois, c'est l'organisation numéro 1. Ça, personne ne peut remettre ça en question. C'est juste, on ne parle pas, en fait. Si quelqu'un dit que l'UFC n'est pas numéro 1, on le sort du débat parce que voilà. L'UFC, ça t'apporte quelque chose qu'on n'imagine pas au moment de la signature, c'est du sponsoring. Quand tu es un combattant à l'UFC, tu es beaucoup plus attrayant et tu es beaucoup plus bankable pour les sociétés, pour tout type de société, tu vois. Bien sûr. Et par conséquent, les sponsors commencent à prendre une part très intéressante dans la vie d'un combattant UFC. Ouais, c'est un complément de salaire. Ouais. Tout à fait, chose qui n'arrive pas si tu es, j'en sais rien, moi, au KSW ou n'importe où. Malgré que ça reste une belle organisation, un sponsor, ce qu'il veut, c'est de la visibilité. Et la visibilité du KSW, ou j'en sais rien, je te prends le KSW, mais on peut parler de plein d'orgas. Et puis je pense En qu'ils tout cas, rémunèrent pas pareil. Un combattant UFC, il va forcément il va être mieux payé que par exemple un combattant qui est au Cage Warrior, parce que forcément la visibilité c'est pas la même aussi derrière quoi. alors déjà, il est mieux payé, et en plus de ça, comme il a plus de visibilité, il a beaucoup plus de sponsors. Tu vois. Donc ça, c'est quand même une donnée à pas négliger. Mm. Maintenant, il faut pas s'éloigner du problème principal, le fait que l'UFC ne redistribue que 13% de ses bénéfices aux combattants, c'est honteux. Tu sais, C'est après juste honteux. Guillaume, si on prend, ça je suis d'accord, hein, mais si on prend le modèle un peu business, étant donné que je pense ils ont fait du merch, ils ont des vêtements, enfin, ils s'exportent dans le monde entier pour faire des shows, enfin, ils font tout ce qui est possible. Donc, donc les bénéfices, ils les ont. Je pense que le meilleur moyen de gratter encore, c'est sur les athlètes, en fait. C'est là qu'ils vont pouvoir, Ouais, tu vois? je comprends, Kevin, mais on gratte jusqu'où, en fait? Ouais. Tu Est-ce que, comprends? tiens, avec tes questions, est-ce que tu penses que c'est ce qui pourrait courir à leur perte un jour, ça, à l'UFC? Non. Ou les faire passer numéro 2, tu vois? Le fait que financièrement, ils payent pas. Non? Ça, c'est pas demain. Ça, c'est pas demain. C'est pas demain. Tu sais, ici, regarde, on va faire un truc qui est très simple. Euh, L'accord Arena, c'est les places, c'est quoi? C'est 20 000 places, c'est ça, à l'UFC? Je crois à peu près 17 000, enfin, on va arrondir à 20 Ok. 000, ouais. Elles se sont vendues en combien de temps? Même pas une heure, je crois. Voilà. Combien de places, du coup, au Zénith pour le PFL? Je vais avoir l'info. Je sais pas si c'est noté quelque part. Au Zénith Paris-La Villette. Bon, je sais pas c'est combien de places, hein. Peu importe. Est-ce qu'ils sont sold out? Est-ce que tout est vendu déjà? Je crois qu'il en reste encore un peu quand même. Voilà. Ça fait Non, combien de non, temps non, qu'elles sont en je vente? crois que ça a été sold out. Après, je sais En pas. combien, en combien de temps? Moi, j'ai pas. Franchement, c'est intéressant. Ouais, non, j'avoue, j'ai pas Ouais, recherché. Mais bien sûr que, sans forcément avoir fait la recherche, ça a été moins rapide que l'UFC. On va pas se bien mentir. sûr. Ce que je veux te C'est dire par sûr là, et c'est que certain. l'UFC peut-être un jour sera numéro 2. Mais en tout cas, ce que je peux te garantir, c'est que pendant les 10 prochaines années, l'UFC gardera sa place de numéro 1 sans aucun doute. Allez, eh ben, c'est parfait, Guillaume. Est-ce que tu veux en prendre une petite dernière pour clôturer le podcast? De questions, tu veux dire? Ouais, bien sûr. Ah, ok, ça marche. Alors, voyons voir.
Tac, tac, tac. Pendant ce temps-là, il faut que tu meubles. Pendant ce temps-là, raconte-nous un truc, je sais pas, part en freestyle. Tu peux nous dire une blague aussi si tu veux. Ouais. Euh, Qu'est-ce que j'allais dire? Ouais. Bah, il y a Daniel, les gars, attention. Daniel, le podcast, j'ai pris un réel plaisir à parler avec. Voilà. Donc, il va nous parler de. Je vous fais du teasing, mais du camp avec Benoît. Ensuite, ben, la suite pour lui, ses objectifs aussi. Et bien sûr, j'ai réservé un petit quiz à la fin. C'est la tradition chez After Fight. Donc voilà. En tout cas, je le dis de vive voix. Je pense qu'il écoutera le podcast. Je tenais à le remercier. Et puis voilà les gars, hein, n'hésitez pas à regarder les interviews sur After Fight. Là, il y a Vincent Delguera, Ilian Boifia. Il y a un reportage qui arrive très prochainement sur le Boxing Squad. L'interview de Ilyes Giroun. D'ailleurs, j'ai fait une grosse dédicace. Ilyes Giroun qui a... J'ai oublié de parler d'Ilyes Giroun. On a oublié de Oh là, parler d'Ilyes Giroun. Impardonnable, tu vois, mais j'en parle. non, c'est impardonnable. Regarde, Alors, je me déconnecte. Allez, salut à tous allez, les gars. l'affiche sort à l'écran. Voilà, regarde, c'était préparé, on pourra pas dire. Ilyes Giroun vs Lucas Martin en main event au Brave à Nantes. Voilà Guillaume, pour clôturer le podcast. Tu vois, tu n'as même pas besoin de prendre de questions. Magnifique. Ilyes Giroun qui attendait son combat justement dans l'interview, Ouais. c'est ce qu'il me disait. Et ben il est en main event. Franchement, c'est beau. Le retour de Broly. Je vais me répéter. Ilyes, il a pas la médiatisation qu'il mérite, les gars. C'est un tueur à gages. Il s'entraîne dur. Ça fait des années qu'il est dans ce milieu. Il fait beaucoup de sacrifices. Là, il revient. Déjà, il a fait une super victoire face à un Kazakh très solide au Brave 72. Il revient de blessure depuis 2 ans. Ce combat, il est en 66 ou il est en 70? En 70 kilos. Donc toujours en 70, il m'a parlé justement qu'il avait pour projet de passer en 66, mais peu importe les gars, c'est un tueur à gages dans les deux catégories. Et puis voilà, hein, on va avoir... Franchement, il est solide son adversaire. Hein. Lucas Martin, c'était l'adversaire initialement que devait affronter Amin Ayoub, c'est ça? Tout à fait, tout à fait. Ben moi je veux te Euh, demander qu'est-ce que t'en penses du changement d'adversaire. Et parce que Amin et Ilyes, ils ont pas du tout le même style. Hein. non, bah moi j'en pense que Amine, c'était pas un cadeau pour Lucas Martins. Et j'en pense que Ilyes Giroun n'est pas un cadeau pour Lucas Martins. Donc, quoi qu'il en soit, il aura affaire à un combattant de la BTT qui va très certainement lui faire beaucoup de mal. Ce sont des profils différents, effectivement, Ilyes et Amine. Voilà, je crois que je te l'avais déjà dit. Bon, Ilyes, c'est quelqu'un qui a fait preuve de beaucoup de malchance. Il a eu des décisions extrêmement litigieuses. Et moi, je reste toujours très amer par rapport à ça. Au PFL, on a eu des décisions très surprenantes. Et, en plus, bon, après, derrière, il a une blessure, etc. Bon, après, c'est comme ça fait partie de la vie d'un combattant de haut niveau. J'ose espérer qu'à l'heure actuelle, on est sur une bonne dynamique et que enfin on va pouvoir voir le vrai Ilyes qui va performer. Et les gars, tenez-vous prêts parce que c'est du très, très haut niveau. Les gars, Lucas Martin, c'est un vétéran UFC. Ouais. Incroyable, c'est... Ah, Ouais, c'est franchement. un vétéran Ouais, UFC. donc Je crois avec une très bonne fiche à l'UFC, hein, si je dis pas de bêtises. Bah justement, j'étais sur Tapologie en train de vérifier ça. Il a perdu contre Edson Barbosa. Mhm. Et après, Ouais, donc ouais, il a ok. gagné contre Jérémy Larsen et Ramiro Hernandez. Et ouais, il a fait, D'accord. bon, ouais, il a fait 3-5, je crois. Non, même pas. Non, 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 il Ouais, est il à a fait un peu 4-3. plus. 4-3, ouais. Il est à 4-3, 4-3. Darren Il a un Elkin, record positif à l'UFC. Mirsad Bektic, là. Ouais, non, il a, franchement, il a pris des noms. Et... Non, c'est un beau test. Et voilà, comme tu le dis bien souvent, ça fait toujours plaisir d'accrocher à son palmarès Eh ouais. des gars qui ont l'étiquette UFC. Hein. Donc tu te doutes bien qu'il y avait une volonté managériale derrière ça, parce que Lucas Martins avait un premier combattant de la BTT, puis un second. Donc c'est clairement que c'est une tête que j'ai envie d'accrocher à mon trophée. Et voilà, on attend gentiment, patiemment, mais voilà, je suis confiant quant à ce combat avec Ilyes. S'il est capable de faire ce qu'il fait à l'entraînement, ça sera un superbe combat. Ah, les gars, je vous le confirme, à l'entraînement, c'est du solide et ça s'entraîne très très dur au Boxing Squad. Voilà. Ouais. Guillaume, on va clôturer le podcast. Eh ben voilà. C'est toujours un plaisir voilà, d'échanger avec toi. N'hésitez pas à laisser vos questions à Guillaume en commentaire.
les gars, likez la vidéo, abonnez-vous, voilà, partagez. Et puis voilà, merci pour le temps que vous nous accordez à nous écouter à chaque fois. Le podcast y grandit et ça fait plaisir. Je ne le répéterai jamais assez. Guillaume, merci. Je te laisse le mot de la fin pour clôturer le JDF épisode 30 et laisser la place à Daniel Warin, le beau gosse. Bah écoute, le mot de la fin, encore une fois, merci à tous, merci les gars, merci d'être là, merci de suivre, merci de s'intéresser, de poser des questions. On essaie de vous faire kiffer. Bah voilà, l'étape suivante maintenant vous ramène Daniel Warin. Régalez-vous les gars. C'est du grand spectacle parce qu'en plus d'être un grand coach, c'est quelqu'un qui a un grand tempérament. Et là, attention, ça va être très certainement festival de blagues. Donc accrochez-vous les gars et bon courage. Le manège va être, ça va bouger dans tous les sens. Bonjour à tous, on se retrouve donc dans le journal du fight. Guillaume a laissé sa place à Daniel Warin. Daniel, comment ça va? Bah, écoute, au top, hein, on est en vie, donc ça va, quoi. Tout va bien. Ouais, super. Bah écoute, en plein training camp pour l'UFC Paris. Ouais, ouais, exactement. Là, on arrive à la dernière semaine. Reste encore une semaine et après on bouge sur Paris là, bah, lundi prochain, hein. Donc là, on arrive à la fin, il faut faire attention. Pas de bobo, quoi, parce que là, ça peut être dangereux, quoi. Alors là, t'es vraiment proche de Benoît pour cette dernière semaine. Il me semble que sur un training camp, justement, où il s'était blessé, il y avait eu, euh, il y avait eu un peu de laisser-aller. Tu vois ce que je veux dire? Il était allé se parer ailleurs. Enfin, là, tu dis pas de Oui, bobo. Du coup, tu veilles aux soins, je pense. bah oui, parce qu'en fait, il avait été s'entraîner en lutte, il s'est blessé. J'étais pas là pour superviser et donc voilà quoi. Là, je suis là tout le temps là, donc ça va, ça se passe bien. Mais même comme ça, on peut quand même avoir des blessures. Mais bon, je préfère que ça soit au moins que je sois là pour pouvoir voir, parce que des fois, il faut bien observer. C'est une vue d'ensemble. Là, en ce moment, il fait très chaud, donc il faut faire attention. Surtout quand on arrive à la fin, savoir choisir les bons partenaires, tout ça quoi. Donc la blessure, elle arrive, hein, ça peut arriver, mais on essaie de l'éviter au maximum. Donc, retour depuis la victoire de Ismaël Bonfim. Là, vous renchaînez un camp direct. Toi, je sais que c'est ce que t'aimes en fait, enchaîner. Ce que tu dis justement, au moins, il y a pas de risque de blessure pendant les périodes off. Toi, t'aimes cette activité? Oui, en fait, moi, je trouve qu'en MMA, les fighters combattent pas assez. Alors, il y en a, ils vont dire, ouais, ils vont te parler de cutting. Bon, c'est vrai que le cutting, c'est assez dur, mais je pense qu'il faut au moins faire dans l'année au moins 4 combats. À l'époque, c'était ça, hein, c'était la moyenne, 4 combats dans l'année. Ça fait à peu près un combat tous les 3 mois. Moi, je trouve que le timing est parfait. Déjà, ça permet de gagner de l'argent, hein, parce qu'il faut savoir que les combattants sont rémunérés au combat. Et aussi de justement ne pas avoir des longues périodes inactives où tu t'entraînes comme un malade, risque de blessure, démotivation. Le temps, il passe aussi parce que bon, les combattants vieillissent. Donc non, c'est un sport pour les jeunes, hein, donc il faut enchaîner quoi. Donc moi, je suis plus pour enchaîner comme ça. Là, c'est vrai que c'était assez court. On n'avait pas trop le choix parce qu'il y avait l'UFC Paris et on ne peut pas louper l'UFC Paris hein, en tant que Français. Mais non, non, le timing au top. Juste un petit mot sur la performance de Benoît face à Ismaël Bonfim. J'imagine que tu es entièrement satisfait. Le game plan a été appliqué à la lettre. Est-ce que tu t'attendais à une telle domination de Benoît? Ben, honnêtement, les combats, on prépare, on met en place une stratégie, mais on ne sait pas, un, déjà si ça va fonctionner, et deux, comment ça va terminer, et s'il va réussir à la mettre en place. Parce qu'en fait, il y a une stratégie qui est mise en place, mais après, c'est à l'athlète de pouvoir la suivre. Bien sûr, satisfait, hein. Moi, je ne reviens pas sur les combats, je ne les regarde même pas en vidéo, ou juste pour le plaisir. Ouais, oui, satisfait, il le termine au premier round, donc très content. Mais attention, il y a un proverbe qui dit, le passé est mort, le combat, il est passé, hein. Là, c'est fini, bon film. Moi, je ne m'attarde pas plus dessus. Là, il y a Thiago Moises qui arrive. C'est un autre client, donc on va se concentrer sur le prochain combat. On s'enflamme surtout pas, parce que le gros problème après des fights comme ça, ouais, voilà, Benoît, futur champion de l'UFC, non, non, calmez-vous les gars. Déjà, il faut taper Thiago Moises qui est un combattant très fort. 16e donc, dans le classement mondial. Donc, déjà, on se concentre là-dessus et essayer de passer, bien sûr, Thiago Moises à Paris. Et justement, on va y venir parler rapidement de Thiago Moises. Là, c'est carrément pas le même profil que Ismaël Bonfim. Toi, au niveau du game plan, tout ça, enfin, sans forcément rentrer dans les détails, mais je veux dire, ça, pour toi, ça change rien. Est-ce que tu fais des analyses vidéo ou pas du tout? Toi, tu appliques une stratégie. Enfin,
tu vois, tu peaufines les armes de ton athlète et tu fais pas attention à l'adversaire en face ou bien sûr que tu fais de l'analyse. Non, bien sûr, on analyse toujours, mais moi, mes athlètes se concentrent sur eux-mêmes, hein, c'est-à-dire sur ce qu'ils vont faire. Bien sûr, on a vu aussi ce que faisait de très bien Thiago et on travaille là-dessus. Mais on ne s'attarde pas non plus sur ce qu'il fait. Parce que on voit justement les failles qu'il a pour justement pouvoir travailler dessus aussi. Mais j'essaye de déguiser toutes les armes de Benoît, que ce soit en strike, les travails de lutte. Bon, moi, je ne suis pas lutteur, mais on travaille contre la cage. On fait un travail de MMA, un travail de sol avec Chris Savoca. Donc, on essaye de le faire progresser au maximum. Et bien sûr, on analyse, hein. Mais en fait, moi, quand j'analyse un combat, c'est dans la durée. C'est pas sur je regarde une vidéo et après on va faire ci, on va faire ça. Non, c'est avec le temps. On met en place des situations à l'entraînement. On voit ce qui fonctionne bien, où Benoît se sent le mieux. Et après, on va essayer d'appliquer le jeu de Benoît surtout, hein. On se concentre vraiment sur Benoît. Mais bien sûr, on fait attention à Thiago Moises, qui est un combattant très posé et complet. Contrairement à Bonfim, il a beaucoup plus d'armes. Je pense que c'est un combat, il faut faire attention. C'est un gars qui a déjà rencontré des combattants chevronnés, hein, comme Makachev, Darius, plein d'autres combats. Il a déjà fait, oui, des main events à l'UFC. Donc, franchement, c'est un gros challenge, Thiago Moises. Et c'est un Brésilien aussi. Donc, on sait que tu as vécu au Brésil, tu as entraîné les Brésiliens. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, Daniel? Après les avoir entraînés, aujourd'hui, tu te les tapes. Non, mais en fait, c'est normal parce que dans le MMA, il y a énormément de Brésiliens qui performent. Et, non, ça me fait plaisir parce qu'en fait, bon, son équipe, je la connais, bon, on l'America Top Team, mais il n'y a que des Brésiliens. Donc, en plus, ce qui est marrant, c'est qu'au combat de Benoît, il était là, Thiago Moises, je l'ai vu. Il faisait le coin avec, comment il s'appelle, Pitbull, Thiago Pitbull, qui est d'ailleurs le coach. Et donc, j'ai été les voir, on a parlé. Et bon, ça va être eux qui sont. Je pense qu'ils vont être dans le coin de Thiago. Et je connais bien aussi les coachs de Muay Thai de l'America Top Team, parce que bon, je les connais du Brésil, c'est les anciens. Donc voilà quoi. On est en famille, la famille du MMA, mais quand la cage se ferme, c'est chacun pour soi et Dieu pour tous. Est-ce que tu trouves que le style des Brésiliens, il a évolué, enfin le MMA dans sa globalité au Brésil de l'époque où tu y as vécu, où tu entraînais les gars, ça a beaucoup évolué comme en France en fait? Bah oui, en fait, on voit maintenant déjà leur striking est beaucoup plus posé, ils sont beaucoup plus techniques. Il y en a plein qui s'entraînent en pied-point, parce qu'avant c'était un peu le style brésilien, c'est toujours un peu, hein, ils aiment bien mettre la marche avant, mais on voit que maintenant ils sont forts en attaque et en défense. Avant, la grosse problématique des Brésiliens, c'est qu'ils ne savaient pas combattre ils ne savaient pas contrer, ils ne savaient qu'attaquer. D'ailleurs, j'avais déjà analysé ça très tôt, c'est pour ça qu'on avait des très bons résultats au Brésil quand je m'occupais d'une petite équipe brésilienne à l'époque, on gagnait beaucoup par KO parce qu'en fait, on mettait beaucoup la pression sur certaines techniques et même on les contrait, ils ne savaient pas trop les contres et nous on travaillait beaucoup sur les contres aussi et parce qu'ils se jetaient beaucoup. Alors que maintenant, non, ils sont beaucoup plus posés, on voit que voilà quoi, ça progresse. Mais c'est des grands combattants. Moi, respect aux combattants brésiliens, j'ai fait mes armes là-bas, c'est là-bas que j'ai commencé ma carrière de coach de MMA. Donc les Brésiliens, c'est toujours, c'est un peu on va dire les Thaïlandais du MMA, quoi. Je veux dire, ils ont toujours un peu de vie, ils sont solides. C'est des bons combattants. L'année dernière, justement, vous étiez en ouverture de carte. Donc, Benoît, c'était le premier combattant français à combattre à l'UFC. Cette année, il me semble qu'il va être pas loin du co-main event. Donc, Oui, je crois qu'il est juste avant Manon. Je crois, hein, tu sais, ouais. les choses peuvent changer. Ouais, c'est pas mal, hein, c'est bien, hein, c'est normal parce qu'on voit quand même Thiago Moises, c'est quand même quelqu'un qui a fait comme voilà, qui a fait des main events, c'est quelqu'un de très bien classé, donc c'est normal que ça soit un peu plus haut. Mais honnêtement, moi ça, je m'en fous complètement. Et, Moi, l'idée, c'est de rentrer dans la cage et essayer de battre Thiago, hein. Qu'il soit co-main event ou ça n'a pas d'importance. L'important, c'est la victoire. ouais, puis tu as l'habitude des grands rendez-vous. Mais qu'est-ce que tu penses, toi, de l'UFC Paris cette année, contrairement à celui de l'année dernière? Bah, ce que je pense, c'est qu'il y a beaucoup de Français quand même, hein. Il y a pas mal de Français. Donc, on va voir. Ouais, c'est un bon UFC.
Bon, honnêtement, moi, Paris, pas Paris, pour dire la vérité, Paris, c'est bon, c'est ma ville, donc je suis content d'y aller, mais il y a plus de pression, mais pas de pression dans le sens pour le combat spécialement, mais en fait, il y a beaucoup de gens qui viennent vous voir, les médias, tous les médias sont là, ça perturbe un peu. Par exemple, quand on va à Las Vegas, c'est vrai qu'il y a le décalage horaire, c'est vrai que c'est chiant, c'est loin, sauf qu'on est entre nous, que là, il y a beaucoup de sollicitations. La première difficulté pour moi, c'est de pouvoir gérer la tranquillité de l'athlète. Parce que voilà, il faut qu'il cut, il faut qu'il arrive en forme en combat. Et Benoît, il devient de plus en plus populaire, donc il est beaucoup plus sollicité. L'entourage peut arriver facilement. Je vais prendre le train, prendre une voiture et on est à Paris. Donc c'est à moi il faut que je gère tout ça. Et je trouve que c'est pesant, en fait, c'est un travail supplémentaire. Donc il y a un côté où c'est sympa et tout, mais il y a un côté quand même, ça me saoule un peu par rapport à ça. Parce que moi, j'aime bien qu'on soit dans notre bulle. Et voilà, qu'on se concentre sur l'essentiel, c'est-à-dire le combat. Parce qu'il y a que la victoire qui compte, surtout à ce niveau-là, mais je dirais même à tous les niveaux. Donc, il faut vraiment se concentrer sur le fight. Et comme je dis toujours, le combat, on peut le perdre la semaine de la Fight Week, hein. C'est-à-dire que tout le camp peut tomber à l'eau la semaine de la Fight Week, justement par toute cette sollicitation, cette fatigue, parce que c'est une fatigue mentale, hein, répondre aux questions, tout ça, ça fait partie du jeu. Mais voilà, quoi. Donc j'appréhende toujours un petit peu par rapport à ça. Daniel, tu as entraîné les plus grands et notamment un certain Sergej Spivak qui va se retrouver en tête d'affiche de cette UFC. Alors, j'avais regardé un podcast justement où tu disais que ben, tu le connaissais très bien. Enfin, tu as pu même vivre avec, je crois, dans une maison. Enfin, les anecdotes, elles sont Oui, folles. oui, Elles sont énormes. Qu'est-ce que tu penses, toi, de ce main event et de Sergej Spivak aujourd'hui? Est-ce qu'il peut vraiment apporter des réponses qu'on se pose sur la lutte de Cyril et aussi au niveau striking, parce que j'imagine que toi, c'est la partie à laquelle tu devais l'entraîner. Parce que je pense qu'aujourd'hui, quand je vois beaucoup de podcasts, on le résume qu'à un judoka. ouais, d'ailleurs, d'après ce que j'ai compris, ils s'entraînent Ouais. avec des judokas, tout ça. Bah, en fait, moi, je trouve qu'il est trop sous-estimé. Il faut arrêter, quoi. J'entends plein de podcasts, aïe, quoi, ils l'ont déjà enterré. On ne peut pas sous-estimer les gens, même si le gars, il paraît moins bon sur le papier. Quand on est dans la cage, tout peut arriver. Et la grosse erreur, c'est justement de sous-estimer son adversaire, parce que quand on sous-estime, je pense que Cyril ne sous-estime pas. Je pense que lui, au contraire, il est concentré, il veut vraiment le battre, hein. Mais voilà, quoi, l'énergie qu'il y a autour, des fois, ça déstabilise, quoi. Ouais, c'est facile, non, c'est pas facile. Un combat, c'est pas facile. Sergei, il a aussi du pied-point. Il s'entraîne dans des grosses équipes américaines. Il a un bon sol. Il s'entraîne pas mal chez Drisdale à Las Vegas, hein, que j'ai rencontré là avec Benoît. On avait été voir Drisdale. Il s'entraîne là-bas parce que là-bas, il y a des poids lourds au sol, je parle. Et donc, il faut faire attention. Il peut surprendre, hein. C'est un combat de 25 minutes. Tout peut arriver. Donc, je pense que Sergei, ça dépend comment il va arriver psychologiquement. Parce que c'est plus du côté mental, moi, je vois. Parce que c'était un jeune combattant, quand il est arrivé à l'UFC, il a eu un peu du mal au début, mais je trouve que quand même il performe, il avance doucement, et je pense qu'il va arriver préparé, ça va être un bon fight. Et je pense qu'il a ses chances de gagner. Et toi, qu'est-ce que tu penses justement du public français un petit peu aujourd'hui, le public qui soutient le MMA, on le voit qu'il est très très dur, tu vois, notamment à la défaite de Cyril Gane face à John Jones. Toi, à l'époque aussi, tu sais, la défaite de Benoît Saint-Denis face à, comment il s'appelle, le combattant dopé, là, je me rappelle plus de son prénom. Élisée de Santos. Et voilà, on a un public français qui est très dur. Toi, qu'est-ce que tu penses de ce public justement? Et est-ce que tu pensais que ça allait être un public aussi dur justement? On a la culture de l'instant en France. Bah, honnêtement, ça fait partie du jeu et honnêtement, je m'en fous complètement, hein. Moi, le combat de Benoît, je me suis fait insulter, menacer. Les gens, en fait, ils sont dans l'excès, c'est normal. C'est Mm. des fans, comme on dit, c'est des fanatiques. C'est sûr pour Cyril, j'écoutais une vidéo qui disait, c'était intéressant ce qu'il disait. Et ça, moi, je le vois beaucoup, même en tant qu'entraîneur, mais en tant que combattant comme lui, qui est assez connu, qui est même très connu, je veux dire, pardon, qui en France, il doit être sollicité, où les gens lui disaient quoi faire, quoi. Et c'est comme toi, si tu vas dans le boulot du mec, tu lui dis non, il faut faire ça, ça, ça. Je comprends sa frustration, ça fait partie du jeu. C'est-à-dire que plus tu es médiatisé, plus tu es connu, il y a le retour de bâton. Il y a le retour de bâton positif, si tu fais quelque chose de bien, mais il y a le retour de bâton négatif. Donc moi, je pense qu'il faut faire abstraction de tout ça. Il ne faut vraiment pas rester là-dessus. Il ne faut pas aller trop sur les réseaux parce que sinon, tu vas avoir mal à la tête.
Franchement, moi j'ai vécu. Les gens se sont déchargés sur moi après le combat, Benoît. Mais honnêtement, je m'en fous. Je veux dire, qui même me suivent, j'ai l'habitude. J'avais vécu ça au Brésil. Je pense pas que c'est une chose du public français, hein. Je pense que c'est l'être humain en général. Voilà, quoi. Ils sont à fond derrière l'athlète. Je pense que s'il gagne, il fait un super combat. John Jones, ça sera oublié. C'est comme ça. Tu gagnes, tu es au top. Tu perds, t'es une merde. C'est comme ça. Les gens, ils fonctionnent comme ça, hein. C'est dur à dire, mais il faut se concentrer sur l'essentiel, le fight, et essayer de faire abstraction du reste. Et aujourd'hui, il y a un nom qui revient beaucoup dans le MMA quand on voit des combattants performer dans les plus grosses organisations, c'est la Team Warin. Aujourd'hui, voilà, tu es étendu. Je pense à Mathieu Leto-Duclos, Romain Desbiènes. Tu peux nous parler un peu de l'actualité, les échéances qui arrivent, hormis celle de Benoît, justement? Bah, Mathieu, malheureusement, bah, il s'est blessé, hein. Mathieu s'est blessé à mon cours, hein. Donc, il tournait avec Ibra, il est tombé sur le bras, il s'est blessé au niveau du coude. Donc, il a à peu près un mois de récup. Ça n'a pas laissé assez de temps pour le combat qui était prévu le 7 septembre à l'Hexagone pour la ceinture. Donc, ça, c'est un peu, bah, c'est de ma chance. Ça fait partie du jeu. Et Romain, il combat le 23, pardon, à Dublin au Bellator MMA. Donc, il est là avec quoi? Il était là avec nous. Là, il revient lundi. Donc voilà quoi, bah, nous la team Voirin, c'est un peu à mon image, c'est-à-dire on cherche la victoire à tout prix quoi, pas la bagarre mais voilà quoi, s'il y a de la bagarre on aime ça. Toujours stratégie, pas n'importe quoi, mais en tout cas toujours préparé. Et mes combattants font souvent chaud. Donc voilà quoi, c'est l'esprit de la team Voirin, tranquille, on se prend pas la tête, on essaie de se faire plaisir dans la cage. Et on essaie d'avancer doucement mais sûrement. Et toujours, bien sûr, sans gym, hein. Voilà, Ben, on n'a pas de ouais, salle. Ouais. ouais, mais justement, je voulais te demander, aujourd'hui, tu kiffes? Tu vois, tu kiffes pas avoir de salle, entraîner tous ces gars, tu vois, contrairement à l'époque où tu as entraîné des adversaires peut-être plus connus dans des gyms plus importants, tu vois? Oui, mais en fait, moi, je m'en fous, hein. En fait, la grosse problématique qu'on a en France pour les salles de sport, déjà, il faut investir beaucoup d'argent pour pouvoir avoir une salle. Et souvent, en concurrence, tu as des salles. Imagine, je vais monter une petite salle privée, voilà, la team Voirin. Je vais être en concurrence avec des salles municipales. Le mec, il paye même pas la salle, alors qu'il dit que c'est sa salle, alors que c'est pas sa salle, c'est la salle de la mairie, où il a des créneaux. Et derrière, moi, je vais essayer de prendre de l'argent sur les autres. C'est assez compliqué. Hmm. Le business plan en France, c'est très dur. Il n'y a qu'en France que tu vois ça, hein. Je veux dire, au Brésil, tu ouvres ta salle, tu as ta salle. Pareil aux États-Unis, c'est des salles privées. En France, la concurrence, elle est. Sauf si je trouve un truc en mairie et tout. Mais moi, c'est pas les. Je suis assez un peu électron libre, quoi. Maintenant, moi, je suis pas fermé à toute proposition, dans le sens où quelqu'un qui veut ouvrir une salle, qui veut me rémunérer et monter. Parce qu'en fait, moi, je mets rien, hein. Je mets juste mon réseau et comment ça s'appelle, mon expertise. Je suis prêt à travailler avec quelqu'un, bien sûr. Mais avoir une salle, payer des factures, avoir des cours, par exemple, commerciaux, ça m'intéresse pas du tout. Alors vraiment, surtout à mon âge, c'est bon, j'ai fait le tour. Je me concentre plus sur le côté professionnel, compétition. Un petit mot sur Ibra. On le voit qu'il s'entraîne beaucoup. Ben, je crois même qu'il fait partie de la team Warin. Justement, j'ai essayé de demander à Guillaume est-ce qu'il allait être à la BTT au passage? Est-ce qu'il y a un combat de prévu? Enfin, j'imagine que ces choses-là, ça ne peut pas encore être dévoilé. Mais qu'est-ce que tu penses de son niveau? Pareil, on le résume qu'à sa lutte parce que ben, il vient des pays justement où il y a la tradition. Mais qu'est-ce que tu penses du striking de Ibra? Ben, Ibra, il progresse et c'est quelqu'un qui apprend vite. Et il est pas tout le temps avec nous, hein, mais il vient souvent. Et je peux vous dire que s'il vient souvent, il va progresser. Et ça serait sympa un combat contre Greg. Et ça serait pas si facile. Ça serait une bonne guerre. Je Ah ben, pense j'allais t'en que parler justement. voilà, je pense que ça serait un bon fight. Et voilà quoi. Donc j'aimerais bien que ça se fasse. Parce que bon, j'aime bien Greg, hein. C'est un bon combattant. Et je pense que ça ramènerait du monde, ça ferait un peu le buzz. Ça serait franchement un combat sympa, je pense, à voir. Et non, Ibra, il progresse. Il est jeune, il est athlétique, il est sérieux et il n'a pas peur de faire des entraînements durs. Ça, c'est bien. Donc, non, il va progresser. C'est par palier. Je veux dire, il va pas arriver avec un pied-point de tueur en 2 secondes. Et puis, ça reste du MMA. Je veux dire, non, Ibra, c'est du solide quand même, hein. Faut pas le sous-estimer. Je pense que ouais, il peut faire quelque chose. Daniel, tes objectifs à long terme, c'est quoi aujourd'hui? Quand on voit le passé que tu as eu, enfin,
tous les combattants que tu as entraînés, tu as déjà eu des ceintures à l'UFC. Aujourd'hui, qu'est-ce qui te reste comme objectif en fait? Écoute, moi je vis ma vie au jour le jour. Je kiffe, j'essaie de prendre le plaisir au maximum de chaque moment qui me reste sur Terre, pour dire la vérité. J'ai aucun un objectif en tant que coach. Je prends les combats comme ça, comme ils viennent. En fait, tant que je prends du plaisir, ça va. C'est pour ça que j'ai pas beaucoup de monde. C'est pour ça que je refuse beaucoup de monde. Je ne veux pas beaucoup d'athlètes. Je veux pas être saturé mentalement parce que faut savoir qu'un camp, c'est quand même dur. C'est fatigant mentalement. Et donc, j'ai envie voilà, j'ai envie de prendre du plaisir. Et à partir du moment où je prendrai plus de plaisir, j'arrêterai. Mais tant que je prends du plaisir, c'est bien d'être avec des jeunes. C'est bien de former aussi des combattants qui viennent de nulle part, après que ça devient des combattants de haut niveau. Ça, c'est super intéressant. Et donc, non, aucun objectif au jour le jour. Essayer de faire monter les gars le plus haut possible. Et en plus, on s'éclate, quoi. Voilà, quoi. Tranquille. Et Hein. Daniel, ton meilleur souvenir dans le MMA jusqu'à présent? Ah, j'en ai tellement, hein, j'ai tellement fait. Mais un qui était incroyable, c'est avec Dan Anderson on a tapé Fedor. Parce que Fedor, ça reste quand même, voilà, c'est une icône, quoi. Fedor, c'est le dernier empereur, un super combattant. Et aux États-Unis, Dan l'a mis KO. J'étais avec lui pour la prépa, j'étais avec lui dans le coin. Donc, c'était une grosse victoire. Et bien sûr, toutes les ceintures que j'ai gagnées hein, à l'UFC et au Strikeforce. Et pas qu'au Strikeforce, plein de ceintures. Que du bonheur. Je suis vraiment réalisé en tant que coach. Et voilà, quoi, tranquillos. Hein. Euh, Comme je dis, ce qui est important, c'est de prendre du plaisir. Il ne faut pas que ça soit une contrainte. À partir du moment que ça devient une contrainte, là, c'est pas bon. Daniel, on arrive en fin d'interview. Je t'ai préparé deux petits jeux. Ouais, vas-y. Donc, il y a un quiz de 5 questions avec 2 choix de réponse. Et le deuxième jeu, c'est je vais te donner 10 mots et il faudra me dire ce que tu penses. OK? Ok. Ce que tu préfères, hein? KO ou soumission? KO. Entraînement ou combat? Combat. Jab ou kick? Ouais. C'est le jab et juste derrière le kick. France ou Brésil? Ah ouais, la France, parce que c'est mon pays, et aussi le Brésil pour ma femme et mes enfants. Et puis bon, c'est mon deuxième pays, le Brésil. Hein. C'est dur comme choix. Mais la Et France ton, quand même. et ton repas préféré? Mon repas préféré, un bon steak frites. Hein. Allez, super. Et donc, je te donne 10 mots. Tu me dis ce que ça te fait penser. Anderson Silva, Le GOAT. Lyoto Machida, Karate Kid. Benoît Saint-Denis, Euh, God of War. John Jones, Ah, John Jones, meilleur combattant du monde. la fine équipe, Les beaux gosses. Cyril Diabaté, Super poteau. la sueur, La transmis. Fernand Lopez, Good job, mec. Bah oui. Br- Brésil Brésil, là où tout a commencé. Hein. et l'UFC. La première division du MMA. Allez, super. Daniel, je te remercie d'être venu dans le journal du Fight. Il y a beaucoup d'auditeurs qui te demandaient. Justement, j'espère qu'ils auront apprécié ta venue. Merci de m'avoir accordé du temps. C'était vraiment un plaisir d'échanger avec toi. Tu as vu, je t'ai fait honneur. J'ai mis un Ah, maillot j'ai du vu ça. Brésil. Ouais, Eh, le Brésil, là. je l'ai pris exprès pour toi. Voilà. Donc, Ah, merci merci, ça fait beaucoup d'être plaisir. venu. Je te souhaite le meilleur. Moi, c'est toujours un plaisir aussi de t'écouter sur le podcast The Gong. Je pense que tous les auditeurs qui écoutent le journal du Fight connaissent The Gong. Donc, voilà, retrouver les D'ailleurs, beaux la fille gosses. d'équipe, ouais, d'ailleurs, la fille d'équipe, on va en faire une avec Guillaume, Guillaume Pelletier. Donc, ça va être pas mal. Et Waouh. normalement, avec un invité, ça va être sympa. Je donne pas le nom, c'est la surprise. Mais je Allez, peux vous dire que ça va être assez marrant. En tout cas, merci à tous ceux qui me suivent. Tous les messages que je reçois, j'essaie d'y répondre. Hein. Des fois, il y en a, je zappe hein, parce qu'il y a tellement de messages. En tout cas, merci pour la force. Ça fait plaisir. Et on va essayer de faire le show à l'UFC Paris. Voilà, quoi. Et ceux qui veulent nous voir à l'UFC Paris, venez nous voir, prendre des photos. Ça sera un réel plaisir.